Bon, je ne vais pas être très long parce que, en réalité, je suis plus à même de répondre à un certain nombre de questions que de faire une présentation précise. Donc, ce que je voudrais d'abord dire, c'est comment placer Inventons la métropole. Cela a été dit par plusieurs des intervenants dans le processus actuel de métropolisation de la petite couronne, Paris étant une exception par rapport au reste de la petite couronne. Je comprends ce qui a été dit concernant Paris. Je l'ai analysé. C'est vrai que nous avons profité de l'expérience parisienne pour lancer Inventons la métropole. Mais il faut bien rester serein et objectif. On ne s'adresse pas au même type de territoire. Paris est une ville en tant que telle, avec ses arrondissements. La petite couronne, c'est une addition de spécificités, de villes, de départements, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir la même approche sur la petite couronne, tout au moins pour l'instant. Et même si la métropolisation a donné des effets intéressants à la petite couronne, puisque la centralité parisienne est partagée maintenant avec une grande partie de la petite couronne. Et ce que je voulais dire, c'est que, a priori, on peut se dire que l'avantage métropolitain relève moins de l'addition d'excellence spécialisée que de la capacité à les hybrider et à constituer un écosystème métropolitain de croissance. Ce qui veut dire qu'en clair, c'est que nous n'en sommes qu'au début. Et l'opération qui a été réalisée, c'était celle qui consistait à démontrer qu'il y avait une dynamique métropolitaine, que cette dynamique métropolitaine était répartie sur un territoire précis, mais en fait, le Grand Paris n'a pas de limite réelle. C'est une dynamique générale. La métropole, c'est une intercommunalité, donc elle a forcément un territoire précis. Mais en gros, sur ce territoire de la petite couronne, il y a des communes, il y a des intercommunalités, des EPT, qui ont des dynamiques précises, qui sont au service de quelque chose de très simple. Notre objectif en petite couronne, Paris aussi a cet objectif, mais moins, c'est de travailler sur le taux d'emploi. Pour arrêter les allers-retours tous les jours, les migrations quotidiennes. L'objectif, c'est de rapprocher l'emploi du logement, et cela par un système de transport moderne, même en proximité. Là, ce que je voulais ajouter, puisque j'ai une éminente membre de la direction de la MGP, ici présente, c'est que le futur métro va accélérer ce processus en reliant davantage les territoires de la métropole et en accusant les contrastes locaux. Ce que je veux préciser bien, c'est que ce métro va réduire les distances. Et en réduisant les distances, il va nous faire apparaître des dynamiques collectives qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'imaginait pas. Donc ça, c'est lorsqu'il sera en service qu'on le verra et qu'on commencera à mesurer tout cela. Donc, Inventons la métropole, pour moi, c'était un des outils que je pouvais utiliser pour dynamiser, mettre en avant l'aménagement de ma ville. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons tous, les uns et les autres, ceux qui ont répondu à cet appel à projet, profité d'une vitrine, d'un affichage qui a été, par certains côtés, même international, puisqu'on a vu dans les réponses comment cela s'est passé. Ce que nous n'aurions pas eu séparément les uns des autres, nous l'avons eu collectivement grâce à cette mise en commun du marketing métropolitain, parce que c'est typiquement du marketing métropolitain. Est-ce que j'aurais fait le projet que j'ai mis en appel à candidature? Oui, je l'aurais fait, mais pas maintenant. Je l'aurais fait plus tard, et je me suis dit, il y a une dimension privée, on va peut-être pouvoir accélérer l'aménagement de mon port de plaisance. On a retenu un candidat, on l'a reconnu pour les 2 tiers de sa proposition,
le tiers restant étant incompatible avec l'aménagement de ma ville. Et c'est là qu'on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'innovation. On pouvait dire par certains côtés que l'innovation pouvait être la dérogation. Mais la dérogation, elle ne peut pas s'appliquer n'importe comment. Dans le projet qui m'a été présenté, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et puis il y en a une qui est là pour faire en sorte que l'équilibre financier de l'opération fonctionne. Et par conséquent, je me suis retrouvé avec une tour de 18 étages au port de Plaisance. Alors, je leur ai expliqué que c'est pas pour ça que j'avais accepté qu'ils soient en premier, mais pour tout le reste, et qu'on pouvait peut-être discuter sur tout le reste, parce que c'est pas la grande mode nos jours sur Marne, et qu'on ne peut pas faire quelque chose de très dense. Parce que c'est ça qu'il faut craindre dans ce genre de choses, c'est que c'est une crainte, si j'étais promoteur, je ferais comme eux. L'équilibre financier, c'est pas neutre. Mais une des contraintes de l'appel d'Inventons la métropole, c'était qu'il fallait qu'ils exploitent, qu'ils trouvent des exploitants. Ce qui n'est pas très facile, parce que là, l'investissement est un défi, mais l'exploitation, c'est quelque chose qui n'est pas avéré tout de suite, surtout quand on va dans l'innovation des prestations que l'on a. Alors, j'ai testé ce genre de démarche, elle m'intéresse, elle a intéressé beaucoup de mes collègues qui n'étaient pas dans la même situation que moi, parce que moi j'avais toutes les contraintes qu'on peut imaginer. D'abord, la nécessité d'avoir un accord avec les voies navigables de France, ensuite avec la commission des sites, parce que nous sommes dans un site classé, ensuite le PLU n'avait pas prévu cela. Ça a été une aventure très intéressante, mais je dois avouer que concernant, alors, société d'économie mixte, partenaire avec la Caisse des dépôts, des variations du foncier assez importantes. Je vous ai parlé de la période. Il y a eu des périodes enthousiastes et puis il y a eu des périodes où on a plongé. Et il fallait commercialiser les terrains au bon moment pour pouvoir faire une opération qui ne soit pas trop déficitaire. Mais là, notre société d'économie qui gérait CESAC, elle a été déficitaire sur 2 ou 3 projets parce que le politique, à ce moment-là, il est tributaire de la valeur de son foncier. Il est coincé et on n'avait pas les belles possibilités que nous allons avoir puisque nous sommes en train, je suis à la fois pour le territoire et pour ma ville, nous sommes en train de passer un contrat avec les FIF. Vous voyez comme quoi tout peut arriver. Mais les actes ont été intéressants, on les a terminés en bonnes conditions, mais on les a commencés dans des conditions difficiles. Mais là, il y a un schéma directeur, il y a quand même tout est programmé, et on a quand même le contrôle de ce que l'on fait. Le tout est de savoir avec qui, et puis surtout, à quel moment. On peut prendre du retard. J'ai préféré, depuis mon élection en 2001, moi j'ai préféré de me lancer dans ce que j'appelle moi des actes privés, hein. Notamment pour le pôle RER-A. Le projet Nogent-Baltard, c'est un projet qui est destiné à requalifier une entrée de ville, à lui donner d'abord un autre look, mais surtout aussi, c'est à côté du pavillon Baltard, qui a une activité très importante en matière commerciale, culturelle aussi, mais moins. Et en fait, le pavillon Baltard n'était pas visible de l'intérieur. On le voit depuis l'autoroute A4, mais on ne le voyait pas de l'intérieur quand on arrivait par le RER. Création d'une allée, création de 13 000 m² de plancher pour des bureaux, des commerces, des logements, un aménagement urbain assez qualitatif, et tout cela au-dessus d'une gare RER. Ce qui était un peu une préfiguration
de ce qui se passe maintenant avec la Société du Grand Paris, les contraintes qu'il y a à valoriser un système de transport qui existe quand on doit amener à construire au-dessus du tunnel. C'est pas très facile, surtout quand la condition que nous avait donnée la RATP, c'était de ne pas arrêter le trafic. On sait bien que le RER A s'arrête tout seul. Alors si en plus on décide de l'arrêter, on est parti pour des ennuis sévères. À titre indicatif, je le prends 2 à 3 fois par semaine. Oui, parce que moi j'y crois, même quand il est en retard, je me dis il faut assister, parce que c'est l'avenir, c'est quand même ce type de transport qu'il faut privilégier. Alors, j'avais aussi la possibilité de faire cette opération que l'on a fait avec Inventons la métropole, mais j'ai découvert une chose, c'est que le promoteur, c'est pas un aménageur. Et quand il veut être aménageur, il revient vite au statut du promoteur. C'est-à-dire ce qui est dangereux dans Inventons la métropole, parce que par certains côtés, si vous voulez, on confie un aménagement, et puis la logique, disons le cerveau, il est toujours quand même promoteur. Et c'est pour cela qu'il est très important d'être vraiment très vigilant et signer des conventions très strictes pour qu'on reste quand même dans une logique d'aménagement, parce que sinon vous n'avez pas ce que vous attendez au bout du compte, au plan du coup, surtout, parce que vous pouvez être amené à intervenir au titre municipal. Donc là, ce que nous avons vu, c'est un appel à projet sélectionné sur les dossiers, puis ensuite, conception-réalisation. Et la conception-réalisation me plaît beaucoup parce qu'on met tout de suite en œuvre le groupe, et ils doivent se connaître, ils doivent travailler ensemble, et toutes les disciplines sont réunies dans le groupe. Et ça, je dois avouer que je l'ai essayé 2 fois, et là actuellement le programme est en train de se terminer. Il faut dire que j'ai eu des entreprises de très grande qualité, et l'ensemble, depuis l'architecte jusqu'au bureau d'études, celui qui était en charge de l'aspect environnemental, énergie, etc., tout le monde était dans la même équipe au tout début. Et là, la vie, elle a en face d'elle vraiment toutes les disciplines, et on arrive à avoir, au travers d'un contrat de projet qui est bien précis et qui donne des grandes orientations, un périmètre de projet qui est voté au conseil municipal, etc. Eh bien, là, on a quelque chose de pilotable et qui répond au cahier des charges que nous avons aligné. En finale, le programme qui a commencé il y a 2 ans, il se terminera à la fin de cette année, les 3/4 des choses. Oui, j'ai oublié de dire parking de 600 places, etc. Et surtout, un rapprochement du pavillon Baltard de la gare RER A, parce que cela pour nous était important, dans la mesure où, comme les activités, on veut pousser l'utilisation des transports en commun pour les activités du pavillon, c'était important. Là, je vais lancer très prochainement, dans 2 mois, avis à ceux qui sont intéressés, un autre projet en centre-ville, qui va être le cœur de nos gens, halles alimentaires, des halles de marché, des commerces, dans nos prix, de l'habitat, un centre culturel qui va se coller là. Et bien, nous avons créé une SPL parce que nous avons trouvé que par rapport à vis-à-vis de la société d'économie mixte que nous avions d'aménagement, la SPL avait une souplesse beaucoup plus intéressante pour nous. On a créé une SPL à plusieurs communes et je vais vous montrer qu'on est capable de passer largement nos engagements politiques, puisque oui, ma SPL, notre SPL, c'est nos gens, c'est Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Brie-sur-Marne. Donc il y a Brie, il y a Dreux, il y a Fontenay-sous-Bois avec Val-de-Fontenay
où là on est partenaire sur un certain nombre de points, où je vais y être aussi. Et donc cette SPL me sert, je pilote actuellement ce projet en tant qu'AMO, me monte l'ensemble du dossier, va lancer les consultations, et nous allons travailler de cette façon-là, là aussi sur la base d'un périmètre de projet. Donc je n'ai pas d'expérience particulière à vous donner sur d'autres formes d'aménagement. Ce qui est certain, c'est que le PLU a prévu un certain nombre de périmètres, les OAP aussi, les OAP, enfin toute une série de choses qui permettent une certaine souplesse dans les aménagements que l'on souhaite faire. Et concernant la veille, la veille, nous la faisions presque nous-mêmes avec la Société d'économie mixte, mais maintenant nous allons la faire avec l'ETFIF, qui a des capacités dans ce domaine, contractuelles d'ailleurs, parce qu'on signe des accords là-dessus, qui sont très intéressantes et que je tiens à recommander. Les points, certains ont parlé, à vous je crois, vous avez parlé du SCOT, on a parlé du PLUI, puisque je préside le territoire Paris-Est, 13 communes, 500 000 habitants, et vraiment diversifié. Je commence à faire travailler les 12 communes plus la mienne, non pas sur un PLUI, mais sur un PADD d'abord. Et vous parliez tout à l'heure du SCOT, moi je préfère les prémices du SCOT qu'est le PADD au SCOT, parce que le SCOT peut être très directif. Et il faut faire attention, dans des évolutions comme celles que nous avons actuellement, et on ne voit pas très loin encore, de ne pas aller trop vite dans un SCOT, et vis-à-vis des maires qui abandonnent leur PLU au profit d'un PLUI, il faut les amener doucement à partager tout cela, parce que le PLUI et le PADD ont un avantage, c'est qu'ils permettent de monter en hauteur par rapport au territoire, et là à qualifier certains territoires donc, quant à leurs usages. Et si demain on pouvait d'ailleurs avoir, et je terminerai par ça, une révision de la loi SRU pour faire en sorte qu'à ce stade-là, quand on a un PLUI, un PLH, un plan local de l'habitat, je ne vois pas pourquoi la loi SRU s'appliquerait à chacune des villes séparément. Il faut quand même avoir une approche globale territoriale, et ça c'est quelque chose pourquoi je militerai durant les semaines et les mois qui viennent. Merci.